Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Le podcast dans lequel je vous propose de partager un café avec celles et ceux qui ont fait et qui vont faire la course. Avec des hommes et des femmes passionnants, vous allez l'entendre. Ce café sera l'occasion d'un moment d'échange autour de la responsabilité, de la performance, de l'exigence et évidemment du partage. Bienvenue à bord. Et bienvenue dans ce tout premier épisode d'une nouvelle série, puisque le podcast Un café pour la route que vous aviez l'habitude d'écouter chaque mois jusque-là devient quotidien pendant 8 jours, de ce samedi 30 octobre au samedi 6 novembre, à l'occasion du village départ de la Transat Jacques Vabre. On enregistre ces 8 épisodes inédits ici au Havre, sur le stand des cafés Jacques Vabre, et vous pouvez d'ailleurs venir y assister. Et aujourd'hui, il va être question de l'histoire, avec un grand H, de la Transat Jacques Vabre. On va se replonger dans les souvenirs de la route du café avec deux marins qui l'ont écrite, cette histoire, et qui l'écriront de nouveau cette année. Erwan Leroux et Yvan Bourgnon partagent ce café avec moi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Yvan, bonjour à tous. Erwan Leroux, skipper cette année de Coesio en Ocean 50 et triple vainqueur de la course en 2009, 2013 et 2015. Objectif 4e victoire donc en 2021. Et Yvan Bourgnon, co-skipper de groupe GCA 1001 Sourire, là aussi en classe Ocean 50. Et Yvan qui connaît bien la course puisqu'il était déjà présent en 1997 avec une victoire à l'époque. Messieurs, on est au Havre, ça y est. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici sur le bassin Paul-Vatine, là où vous avez vos habitudes? C'est quelque chose qui est assez habituel début novembre ou fin octobre de se retrouver ici au Havre tous les 2 ans. On reprend nos repères, hein, c'est la routine, c'est finalement la même chose. Hein. Le même emplacement, le même hôtel, les mêmes gens. Donc voilà, et on a droit à un peu de soleil, donc tout va bien. Mais c'est du bonheur de revenir ici au Havre. On revoit tous les copains au même endroit, au même moment, donc on en profite. Avec beaucoup de monde cette année, beaucoup de copains. Et le bassin qui change chaque année finalement. Chaque édition, on voit qu'il y a des nouvelles constructions, de nouveaux aménagements. On voit la ville aussi évoluer, donc c'est assez agréable de se balader à vélo finalement dans la ville du Havre. Et c'est très agréable cette petite balade au Havre. Yvan, on te croisait sur les quais ces dernières années, mais ça faisait quelques éditions que tu n'étais pas revenu comme concurrent. C'était en 2015 ta dernière participation en tant que concurrent. Et avant ça, c'était 2007. Donc depuis une quinzaine d'années, tu viens plutôt en tant que visiteur sur les quais du bassin Paul-Vatine. Ça te manquait, la Transat Jacques Vabre, sur un bateau? Je vais pas dire le contraire, hein. C'est vrai que j'ai fait un choix délicat en 2015 en m'engageant dans l'écologie, mais je peux pas dire que la course au large me manque pas, évidemment. Donc je navigue toujours, je fais toujours une quinzaine de compétitions par an, mais c'est le large qui me manque essentiellement. Donc c'est vrai que c'est une chance inouïe pour moi d'avoir cet appel de Gilles et de renouer un petit peu avec la course au large cette année. Je suis très heureux de ça. Toi, Erwan, à l'inverse, c'est un rendez-vous qui est devenu complètement incontournable depuis 2005. C'est ta 8e participation parce que tu n'étais pas là en 2019, mais c'est hors de question pour toi d'être ailleurs qu'au Havre à ce moment-là de l'année? Ouais, je sais pas, mais en tous les cas, c'est sûr qu'on est bien au Havre, on est bien dans cette Transat Jacques Vabre tous les 2 ans. C'est une course en double. Moi, j'affectionne vraiment particulièrement le double parce que tu partages des choses autres quand t'es en solitaire. Donc ouais, c'est sûr que on est toujours bien accueillis par les Havrais, donc il y a vraiment pas de raison qu'on change ses habitudes de tous les 2 ans de revenir au Havre. Pourtant, il y a quelques mois, c'était pas si évident que ça, ta participation. Tu t'es greffé un peu en cours de route au programme et au casting de la classe en cours de saison. Ouais, effectivement. Dans la classe, il y a eu beaucoup de changements, notamment un changement de monde qui est devenu de Multi 50 à Ocean 50 et avec la création d'un circuit qui a eu lieu cette année pour la première édition en 2021, donc qui s'appelle le Pro Sailing Tour. Et effectivement, j'avais à cœur de revenir dans cette série et de participer à ce nouveau championnat et avec les courses aussi qui allaient avec. Yvan, tu disais tout à l'heure que ces dernières années, tu avais fait d'autres choix, tu avais plutôt navigué au cours d'expéditions notamment. Concrètement, qu'est-ce qui t'a ramené à la course au large cette année? C'est la proposition de Gilles, j'imagine, mais dans le détail, quels arguments ont pesé dans la balance? Je crois que quand on a vécu 25 ans de course au large, forcément, c'est comme on disait, c'est dans l'ADN, c'est la performance déjà, parce que c'est quand même vachement intéressant d'être dans l'excellence et de toujours chercher, d'avoir toujours cette quête personnelle, technique et météo et autres de l'excellence qu'on a moins dans l'aventure et autres. Et puis après, c'est le large aussi, parce que tout simplement, moi, je suis plutôt un homme du large, même si j'adore la régate, mais voilà, ces sensations d'être au large,
large, je les ai moins ces dernières années, donc je pouvais pas dire non à ça. Puis j'ai cette chance de récupérer le bateau d'Erwan qui a beaucoup gagné. Donc merci à Erwan qui nous a préparé un formidable bateau. Moi qui n'étais pas venu dans cette classe Ocean 50 depuis 2015, j'ai vu l'évolution de ces bateaux grâce au fog, grâce au pilote automatique, on en parlait, grâce à plein de choses. Et c'est vrai que les performances de ces bateaux, c'est assez incroyable. Donc voilà, que du bonheur, quoi. Et donc je l'ai dit tout à l'heure, ta première participation c'était il y a 24 ans, c'était la 3e édition à l'époque en 1997. D'ailleurs il y a un seul skipper qui est plus ancien que toi qui a participé à l'édition 95, est-ce que vous savez qui c'est? Bah oui. Il est dans la classe, oui, c'est Lalou. C'est la classe des anciens. Oui, bien sûr. Lalou Roucaillon, évidemment, c'était là en 95, mais sinon c'est toi le deuxième plus historique de la course. D'accord. Si t'as d'autres questions, quiz, je suis là, moi. Je suis alors moi je suis nul sur l'histoire de la voile. Ah ouais, il était au taquet. En 24 ans, du coup, comment la course dans son ensemble a évolué selon toi? Je pense qu'elle a forcément bien évolué. C'est hyper intéressant la course en double, effectivement. Nous surtout sur les multicoques, on voit que le solo c'est toujours réservé à une certaine élite. C'est des bateaux de sport dangereux. C'est toujours complexe. Alors que le duo ça attire forcément. On arrive qu'à peu près tout bon skipper qui soit arrive à naviguer en double sans aucun problème. Donc et puis finalement on arrive à mener en double ces bateaux quasiment, on peut dire, à 100% de leur potentiel. On aurait presque envie de ne pas prendre d'autres équipiers, tellement ça va bien déjà en double, surtout avec l'évolution des pilotes automatiques qui fonctionnent bien. Donc voilà, on est dans la performance absolue en double, on est dans l'échange, comme tu disais, dans la complémentarité. Il faut trouver son duo, c'est pas si simple. Voilà, moi que j'ai admiré, c'est vrai qu'on avait une histoire aussi à terminer, parce qu'en 2015, on avait malheureusement heurté un container au milieu du golfe de Gascogne. Donc voilà, mais on s'est bien marré, on a bien échangé, et donc voilà, il fallait qu'on termine le boulot entre guillemets et qu'on raconte une nouvelle histoire. La navigation en double, Erwan en parlait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur particulièrement? Moi, ça a forcément bien commencé, puisque j'ai commencé le double avec mon frère, Laurent, en 97, avec qui je gagne la première participation, cette Transat Vabre. Donc, on l'avait gagné un peu facile, en plus, à l'époque. Donc, c'était forcément un souvenir merveilleux de glisse, de facilité, d'alisée, etc. Donc, voilà. Donc, c'est resté ancré. Et puis après, il y en a eu d'autres. Il y a eu moins de victoires, mais il y a eu vraiment des courses super passionnantes. Donc forcément, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner à chaque fois. L'épisode s'intitule Souvenir de route de café. J'allais justement vous demander instinctivement comme ça à quel souvenir vous pensez. Donc Yvan, c'est la victoire en 97 avec Laurent? Oui, victoire avec mon frère, mais j'en ai plein d'autres. J'ai souvenir d'une course, une transat qui avait mal tourné, puisqu'on avait cassé la coque centrale avec Yvan Ravussin sur ce même bateau Primagaz en 2001. Mais voilà, avec Yvan Ravussin, on avait vécu un truc de ouf et tout. J'avais beaucoup rigolé parce que c'est un gars qui a beaucoup d'humour. Donc j'ai des souvenirs de franche rigolade aussi. Et voilà, donc même si on a ramené le bateau à bon port, on n'a pas fait de performance cette année-là, mais on a vécu quelque chose de fort. On a compris que c'était important de rigoler à bord aussi avec Yvan. Erwan, un souvenir comme ça instinctif de Transat Jacques Vabre? Ouais, c'est sûr que les victoires sont des souvenirs agréables, et notamment je garderai peut-être la première, qui est l'arrivée au Costa Rica avec Franck Yves en 2009, qui était juste incroyable avec ce monde et ce feu d'artifice à l'arrivée. Qui doit être donc la 3e victoire de Franck-Yves Escoffier. Ouais, c'était ça, ouais, exact. Et c'était juste incroyable d'arriver dans cette baie là, et d'un coup, c'est déclenché un feu d'artifice. C'était avec tout ce monde sur les quais. Je croyais qu'il y avait qu'au foot qu'on pouvait vivre ça, mais non, effectivement, en voile aussi, on peut le vivre. Donc c'est voilà. Après, il y a d'autres moins glorieux, mais avec en 2005, qui a été ma première, et avec laquelle il y a eu l'hécatombe en 60 pieds, puisqu'on part à 12 et on termine à 4, donc avec beaucoup de chavirage, un peu à tous les endroits de la descente. Donc c'était une année très particulière. On va aussi évoquer la spécificité de cette édition 2021, avec un nouveau parcours et une nouvelle terre d'accueil, avec un tracé en Ocean 50 qui sera commun avec celui des IMOCA, certes en direction de la Martinique, avec quand même un crochet à faire par le Brésil ou le large du Brésil, comme vous en aviez l'habitude ces dernières années. C'est un tracé excitant, Erwan, qui est présent cette année. Ouais, c'est au moins jusqu'à Fernando, c'est quelque chose de connu, c'est-à-dire que voilà, c'est du classique. Après, ce qui est intéressant, c'est le retour.
Autant quand on allait vers le Brésil, c'était un peu tout droit. Celui qui sortait du poteau noir avait des chances d'arriver devant au bout. Et là, les cartes seront redistribuées après ça. Moi, je pense que là, il y a vraiment une redistribution des cartes qui peut être avec peut-être un second poteau noir éventuel, avec du courant, la sortie de l'Amazone, enfin voilà, tout un tas de phénomènes locaux qui peuvent redistribuer les cartes. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que celui qui passe le poteau noir ou Fernando n'est pas forcément assuré de gagner. Donc c'est bien, ça remet un peu de piment dans le match. Et derrière, destination la Martinique, je sais que Gilles et Yvan, c'est une destination qui vous tient particulièrement à cœur aussi tous les deux. Qu'est-ce que ça t'inspire et qu'est-ce que vous nous promettez là pour cette arrivée en Martinique dans 3 semaines? Beaucoup de rhum, déjà, c'est le concept. Donc voilà, moi c'est ma première victoire en mini transat à Fort-de-France en 95, donc c'est forcément un souvenir merveilleux. Gilles, c'est 10 ans de sa vie la Martinique, et on le sait, il se plaît là-bas, et c'est presque sa résidence secondaire, la Martinique. Donc voilà, donc forcément on a des amis là-bas, on a des potes, on a cœur d'y arriver, on connaît un petit peu la côte, même si c'est pas sûr que ça se joue vraiment sur la ligne d'arrêt, sur les derniers milles, mais... La nouvelle destination, c'est quelque chose qui t'a parlé quand Gilles te l'a proposé? Entre nous, ça aurait été n'importe quelle destination, j'aurais dit oui, malgré tout. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de naviguer avec Gilles sur un Ocean 50 et de prendre du plaisir, voilà. Après, tant mieux que ça soit la Martinique, parce que on sait qu'on la connaît et puis on sait qu'on va être bien accueillis. Mais voilà, c'est quand même la course qui nous plaît avant tout. Pour finir, c'est la traditionnelle question de la fin de ce podcast. Est-ce qu'un café, c'est conseillé pour la route? Est-ce que vous allez embarquer beaucoup de café à bord de vos Ocean 50 respectifs? Partagé, entre thé et café, il faut un peu de café, mais il faut un peu de thé aussi. Moi, pas de chance, en bon suisse et chocolat chaud, donc je sais pas si Jacques Vabre a décidé de se mettre au chocolat, mais on va leur proposer. Ça serait bien. Merci beaucoup Erwan, merci Yvan. Ouais. Merci à vous. Dès demain, je serai en compagnie de 2 autres invités et j'aurai de nouveau le plaisir de partager avec eux Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre et enregistré au Havre sur le village départ de la course. Ce podcast est réalisé par Mathieu Viguier et Louis Chabin et produit par Podio. Vous le retrouvez donc sur podio, pod2io.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer et les autres. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque matin pour accompagner votre café. Pensez à vous y abonner pour ne pas les manquer et n'hésitez pas à noter, commenter le podcast et surtout à le partager sur vos réseaux sociaux. À demain.